Bienvenue dans les Chroniques Vagabondes. À l'intérieur de l'ouvrage intitulé « L'usage du monde », Nicolas Bouvier le dit ainsi. En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises. Et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence. Lorsque je me retrouve dans l'avion, je n'ai eu qu'une journée pour faire mon sac. Je viens de passer 10 jours cloîtré dans mon studio afin de finir un nouveau disque et me retrouve directement parachuté à l'autre bout du monde. J'ai pris mes billets 3 semaines avant, lorsque j'ai su que Paul serait en Uruguay pour le 18 décembre. On ne s'est pas vu depuis plusieurs mois et nous rêvons depuis longtemps d'une aventure partagée. Désireux de vivre la route comme s'il n'y avait pas de lendemain, on se lance alors dans une sorte d'errance. Ici, on raconte nos aventures, faites de rencontres, de tranches de vie. Paul use des mots, lorsque moi, Thomas, je passe par l'expérimentation sonore et musicale pour créer ces chroniques vagabondes. Elles sont une invitation à un mode de voyage, celui qui laisse place à la lenteur, à l'inconnu, à l'intensité du moment présent et à la rencontre impromptue. Le 19 décembre 2018, on a donc quitté Punta del Diablo avec Thomas, qui se situe sur la côte est de l'Uruguay, dans une ambiance assez dramatique d'après-tempête. Les plages étaient plutôt déchirées par des grosses vagues, le ciel était gris. Je me souviens de cette ambiance. Et donc c'est ce jour-là qu'on s'est finalement mis sur la route. Avec nos petits sacs à dos qui contenaient ni sac de couchage, ni tapis de sol, mais plutôt des bouquins, un appareil photo et puis le minimum de fringues pour se changer. Il me semble que j'avais 3 caleçons, 3 paires de chaussettes, un pantalon, un t-shirt, un sweat et un manteau. Donc le minimum, on va dire. Honey, please can you come close to me, close to me, close to me. Hey, honey. Want you to let yourself free, just let it be. C'est vrai que le premier jour, c'était quand même assez compliqué pour moi. Pas mal de doutes quant à la possibilité de réaliser un tel voyage. L'insécurité, évidemment. Pas savoir où on va. Pas savoir où on va dormir ce soir. Si on va dormir ou dans quelles conditions. Et puis, évidemment, l'excitation qui domine quand même. Néanmoins, on s'est mis sur la route parce qu'à un moment, il faut se lancer. Il faut agiter le pouce. Et la première portion de voyage qu'on a faite, c'était littéralement pour sortir du village dans lequel on avait vécu 2-3 nuits dans cet hostel. Et puis là, déjà, on s'est aperçu que c'était pas les premières voitures qui s'arrêtaient pour au moins nous demander ce qu'on faisait, où est-ce qu'on allait. Et au final, c'est une maman qui s'est arrêtée avec son gamin à l'arrière de la voiture et qui nous a proposé de nous amener jusqu'à la route principale
à la sortie du village, et puis on a eu une petite discussion. Puis voilà, là on s'est rendu compte déjà qu'il y avait quand même des gens qui allaient s'arrêter et nous demander et nous proposer. Puis une petite conversation dans notre espagnol qui était évidemment à ses débuts, en friche on va dire, à début du voyage. Mais il y a eu un petit côté rassurant dans ce mini trajet. Ce jour-là, c'est un petit peu... ça représente un challenge aussi, parce que finalement, on fait que des sauts de puce, et des fois, on se fait laisser au bord de la route, au milieu de nulle part. Et là, tu prends toute la mesure de l'expression « au milieu de nulle part », quand tu te retrouves dans la campagne uruguayenne. Donc là, il a fallu prendre son courage à deux mains, et puis voilà, continuer à lever le pouce en faisant des grands sourires. Ça a été une journée intéressante. On est monté dans un camion, un petit peu un camion de grand fret, quoi, comme on peut les imaginer, avec la banquette arrière pour dormir, où il a fallu se planquer quand on a passé des contrôles policiers, parce qu'on a le droit d'être que 2 à l'avant du camion, pas 3, s'il n'y a pas 3 sièges. Ouais, avec ce petit côté aventure déjà qui commençait à arriver. Et puis on a traversé des routes qui étaient absolument couvertes de flotte, qui ressemblaient plus à des rivières qu'à des routes, puisqu'il y avait eu la tempête les jours d'avant. Donc voilà, ça a été les mini aventures de la journée. On s'est finalement fait déposer en fin d'après-midi dans un petit village de campagne. Et on s'est retrouvé au milieu de cette place principale en fin d'après-midi, où évidemment les gens aussi nous regardent avec des grands yeux, se demandent ce qu'on fait un petit peu ici. Et puis là, je suis allé chercher à l'intérieur de moi des choses que je connaissais pas, qui étaient vraiment d'aller à la rencontre des gens comme ça de manière assez directe. Donc on a commencé à faire le tour de la place. Évidemment, les premières fois qu'on pose la question, c'est aussi les fois où on se rend compte qu'il faut peut-être avoir un petit discours, avoir une idée de ce qu'on veut demander exactement pour que les gens puissent l'entendre. Donc je me suis baladé, j'ai fait 2-3 boutiques qui donnaient toutes sur cette place principale. Et la suivante était un bureau de poste. Tout ce qu'il y a de plus banal, où la dame derrière le comptoir a écouté très gentiment ce que j'avais à dire. M'a dit qu'elle ne connaissait pas d'endroit en particulier, mais qu'elle connaissait peut-être quelqu'un, qu'elle allait voir ce qu'elle pouvait faire. Donc évidemment, il y avait d'autres gens dans le bureau de poste, je suis ressorti. On a continué à faire notre petit tour. Il n'y avait rien eu de très fructueux. Donc au bout de quelques minutes, je suis retourné dans le bureau de poste. La dame était au téléphone et dès qu'elle m'a vu rentrer, m'a fait des grands signes d'approcher pour que je puisse prendre moi-même le téléphone. Au bout du fil, une dame commence à me parler. J'ai compris 1 mot sur 10, puisqu'elle parlait vite et beaucoup, et en plus au téléphone. Et j'apprenais l'espagnol littéralement depuis 3 semaines. Donc j'ai quand même compris qu'elle voulait bien nous accueillir pour le soir. La dame de bureau de poste m'a expliqué que c'était sa sœur, qui vivait seule dans une maison juste à l'orée du village. Donc on s'est fait expliquer la route, et puis on est arrivé vraiment en bordure, là où la campagne commençait de nouveau et les maisons s'arrêtaient. C'était une petite maison jaune à 1 étage, avec un petit jardin tout mignon devant. Et déjà beaucoup de chats qui étaient perchés sur la barrière et qui nous regardaient. Et là, Sonia est sortie. Donc Sonia, c'est une retraitée qui avait 70 ans, je crois, quand on est passé. Et qui donne quelques petits séminaires de méditation et de choses comme ça. Et donc qui avait quelques... facilité pour nous accueillir, donc il y avait un lit en rab et un petit peu d'espace pour nous. Et donc on a passé plusieurs heures à discuter avec Sonia sur le perron de sa maison, avec les chats qui nous sautent sur les genoux, puisqu'elle en avait une dizaine.
à partager le maté et puis à écouter ses histoires. Je sais pas si elle a réalisé qu'on comprenait à peu près 10% de ce qu'elle racontait, mais il y avait quand même cette impression d'avoir un vrai échange, voilà, d'avoir un moment où on s'écoute, où on se laisse parler, et puis où on se tient compagnie, en fait, au final. On a cuisiné un petit plat de lentilles pour elle, lentilles et riz. De toute façon, ça a été la base de notre alimentation pour les mois qui ont suivi. Mais voilà, il y avait aussi cette dimension un peu d'échange où on a fait un repas qui était vraiment tout simple, qui nous a pas coûté très cher, en utilisant quelques épices de son placard à elle. Et puis elle, elle nous a offert le gîte. On a quand même dormi dans un pieu qui était le long d'un crack dans le mur, par lequel l'humidité s'infiltre de manière permanente. Donc quand enfin le soir on s'est glissé au lit, on s'est rendu compte que c'était quand même plutôt humide et pas super propre. Mais il y a aussi ce moment dans le voyage où tu acceptes les conditions qui te sont offertes. Et puis, oui, tu te rends finalement. Tu te rends au voyage en lui-même. Donc voilà, une nuit pas forcément des plus reposantes, mais qui a été rassurante d'un côté. On s'est dit, oui, c'est possible en fait de partir d'un endroit le matin et de n'avoir strictement aucune idée de quoi ta journée va être faite. Et il faut seulement croire et avoir confiance. Quand on est parti le lendemain de chez Sonia, après avoir fait des petits adieux, c'était déjà finalement assez émotif ces adieux, parce que pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'était la première fois, le premier départ. Elle nous a offert une bambicha, la petite paille à maté, qui nous a servi après à partager le maté avec tous les compagnons de route. Donc voilà, il y avait déjà eu le cadeau de l'accueil et de la compagnie, et puis elle nous a offert ce petit token, presque comme une amulette au final, pour la route. C'était comme ça qu'on a rencontré Sonia, et puis c'est comme ça qu'on est parti de Lascano. J'ai une preuve que c'était possible, que jusque-là, ce mode de voyage, le stop, s'arrêter chez l'habitant, et puis aussi n'avoir zéro plan, que c'était quand même réalisable. Donc qu'on pouvait juste jeter sur la route et s'en remettre à une succession de plein de petites actions qui allaient quand même nous faire arriver au bon endroit, au bon moment. C'était un petit peu, je pense, puis une espèce d'inquiétude que j'avais en moi, qui est une incertitude qui est liée à l'insécurité, quoi, de pas avoir d'endroit à soi, d'être un peu dépendant, en fait, uniquement dépendant de l'univers autour de nous qui bouge. Mais se dire qu'on avait quand même notre place dans ce mouvement était assez réconfortant. Ouais. Suivez-nous dans les Chroniques Vagabondes. Prenez-vous à voyager avec nous. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.
My soul is a lion, in love in the silence. My soul is a lion, in love in the silence. My soul is a lion.